Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur inspirant en la personne de Julien Maurice. Julien, bienvenue. Merci Cécile, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer un peu plus en détail dans ce que tu as fait, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Et puis, je sais que tu as passé des vacances un petit peu exceptionnelles là, et tu es rentré il n'y a pas longtemps. Si tu veux nous en toucher deux mots, je pense que rien que ça sera aussi inspirant. Écoute, donc moi j'ai 44 ans, je suis papa de 2 enfants, 2 ados on va dire, 15 ans et bientôt 16 et 13 ans pour Camille, et on rentre effectivement de vacances, vacances qu'on avait programmées depuis 1 an et on est parti un mois au Canada. Avec un objectif un peu particulier puisqu'on est parti, 3 semaines en woofing. Donc on est parti dans une ferme et on a travaillé dans la ferme pendant 20 jours, avec les enfants et on a enchaîné ensuite avec, une dizaine de jours dans les Rocheuses en camping, dans les parcs nationaux. Donc c'était un moment, vraiment top. On est revenu vraiment ressourcés et un mois, de pleine communion en famille sympa. Ouais, puis grand bol d'air, reconnexion à la nature aussi, j'imagine, hein? Reconnexion à la nature, on n'a pas eu les chaleurs que vous avez eues parce que nous on se réveillait, il faisait 4 degrés, donc Ouais, des nuits fraîches, on n'avait jamais campé les uns les autres, donc ouais, voilà, l'aventure du début à la fin. ouais, super. Il paraît que les campings au Canada, c'est royal. Ah bah, notamment dans les parcs, on Ouais, a eu un camping qui était hors parc et on a vu la différence, mais dans les parcs nationaux, c'est vraiment super chouette. Alors ça demande une logistique un peu, conséquente parce il faut, réserver, 3-4 mois à l'avance, un jour d'accord, bien précis à l'ouverture et si jamais tu es pas là à l'heure pile, ça te passe sous le nez. d'accord, Voilà, c'est bon à vraiment savoir. c'est ça. Oh, mais chouette, et du coup, les enfants apprécient aussi ce genre de vacances? C'était pas gagné d'avance, a priori? Non, au départ, bah, surtout Hugo, quand on lui a dit on allait partir, nord Atlantique. Derrière, c'était, super, on va aller, craquer de l'argent, on va aller dépenser, on va aller il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est tout de suite qui m'a interpellé et j'ai dit: «Il va falloir qu'on revoie nos vacances» et c'est là où on a pensé à plutôt partir dans une autre philosophie et finalement, le retour, aujourd'hui les enfants, nous disent: «Ben, allez chaud, on repart quand?» Donc une Génial, expérience, ouais, génial. c'est Là, tu viens de marquer un point vraiment dans leur éducation. Je pense que, tu vois, c'est un truc qui va rester, et tu as réussi à sortir la société de consommation au profit d'une reconnexion à la nature, top. ouais et puis à la relation aussi parce que l'idée c'était, qu'on évite aussi de zapper parce que dans ces voyages-là, on a vite tendance à aller d'un site à un autre, à pas et à zapper on va dire d'un endroit à un autre, de Mmh personne à mh. d'autre et là, Ouais, le fait de rester dans une famille pendant 3 semaines, ça permet également de créer des liens qui sont, un peu différents. ouais, ouais, super. Bah, bravo pour cette initiative, c'est une super bonne idée, et peut-être ça inspirera déjà, les personnes qui nous écoutent pour leurs prochaines vacances. Bon, on va parler un peu boulot maintenant, désolée, je te ramène un peu sur terre là. Il faut bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors mon parcours, il peut se décrire un peu en 3 temps. J'ai démarré assez tôt moi dans la vie, professionnelle, j'ai démarré dans l'industrie avec autour de la logistique. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé, en tant que responsable logistique. Donc, je pilotais des flux informationnels, physiques, les stocks, la mise en place de la qualité également, l'ISO 9000 à l'époque. Hem, ça c'est la première phase. Ensuite, j'ai repris une entreprise, que j'ai gérée pendant 15 ans, une entreprise de propreté. Une vingtaine de collaborateurs au départ, une quarantaine quand j'ai décidé de la céder. Donc entreprise que j'ai décidé de céder en 2018 pour un nouveau challenge, pour devenir coach professionnel et venir, en soutien des dirigeants et des managers et donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 3 ans. Bien, joli parcours. La Un logistique, parcours ça un mène à tout. peu, ouais, ça mène à tout, c'est ça. En tout cas, ça a bien évolué en tout cas parce que je suis passé d'une logique qui était très, à optimiser les coûts, alors là c'était,
c'était mon dada, quoi. Optimiser les coûts de partout, aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Ça, je savais faire, super bien. C'est comme ça que j'ai repris l'entreprise à l'époque, en 2004 et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas là où j'excellais, ou c'est pas là en tout cas où j'avais envie d'être et où on pouvait être le plus performant, le plus pertinent et contribuer, voilà, comme j'avais envie de le faire donc les choses ont bifurqué pour mettre un Et peu plus, voilà, le management et l'humain, au cœur de tout ça. et comment tu t'es rendu compte? Il y a eu un élément déclencheur ou c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et où tu as vu les limites de cette approche très, on va dire, très pragmatique de l'efficacité maximale ou? En fait, je pense que ça m'a quand j'ai repris Epps, donc l'entreprise de propreté en 2004, je pense que je suis venu avec j'avais les bonnes armes pour démarrer parce il y avait vraiment besoin remettre de l'ordre, de remettre du cadre, structurer les sites, aligner, voilà, optimiser, et rentabiliser les sites parce que l'entreprise, elle perdait de l'argent à l'époque, donc ça m'a été utile. Et puis, il y a un moment où on va dire au bout de 2 ans, je crois que c'est à peu près au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin de faire fonctionner un collectif, faire fonctionner une équipe ensemble, des gens ensemble qui travaillaient pas sur des sites, qui étaient éparpillés sur le territoire. Comment est-ce que j'arrive à ce qu'ils se sentent investis dans l'entreprise? Comment, ils vont se sentir considérés? Comment ils vont se sentir appartenir et avoir envie de mettre leur pierre à l'édifice? Et finalement, à ce moment-là, j'ai rapidement compris que ça passait pas par tout ce que j'avais appris avant, quoi. Ouais. Hein, hein. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as trouvé les clés de l'engagement là, finalement? Alors, c'est une multitude de plein de choses. En fait, il y a pas j'ai pas trouvé de recette miracle et en 20 ans, je me dis: Je suis convaincu qu'il y a pas de recette miracle». J'entends bon nombre de personnes qui cherchent des recettes et j'y crois pas. Je Ouais. pense par contre que c'est une multitude de petites choses qui, mis bout à bout et actionnées, au quotidien, bah, finissent par payer. Hem, la première chose peut-être que j'ai mis en place, je sais pas si c'est la première, mais une des choses, qui avait marqué, ça a été de décider de faire une feuille de chou que j'avais appelée «Vous êtes chez Epps». C'était en 2006, je me souviens et je m'étais dit: C'est le moyen que j'ai trouvé pour parler de la vie de l'entreprise, pour parler des gens, pour faire qu'il y ait ce sentiment déjà cette connexion entre des personnes qui travaillent pas ensemble, à des horaires différents, sur des lieux différents, mais pour leur montrer qu'ils partagent une même aventure, pour les valoriser et cetera et donc cette feuille de chou, je l'ai démarrée en 2006. Tout le monde me donc c'était, sur un rythme, mensuel et je me souviens au départ, comme bon nombre de fois dans mon parcours et dans ma vie, je crois que j'aime peut-être ça, c'est que souvent les gens me disent: «Non mais, te lance pas là-dedans, ça va pas le faire, dans dans 2 mois, tu auras plus rien à dire. Si tu as commencé comme ça va être galère» et in fine, je suis assez fier, c'est que finalement j'ai tenu jusqu'à la cession de mon entreprise, Donc 12 ans, 100 12 ans 168 nu de 168 numéros ah joli. à raison de 3 articles par mois. Hein, hein. Et c'était voilà, c'était l'occasion en fait, je mettais tout là-dedans. Ce qui passait, c'était nouveaux arrivants, les départs, les événements qui se passaient pour les uns les autres. Quand on démarrait un nouveau site, des clients qui nous avaient fait des compliments sur un site. Également un endroit où faire passer des messages sur la culture, sur les attentes, sur, le sens finalement que je souhaitais donner à notre travail, au travail et à la mission de l'entreprise. Bah, tout ça c'était, et aujourd'hui ça c'est un recueil pour moi. C'est qu'au moment où je suis parti, une des choses peut-être les plus importantes, ça a été de dire: «J'ai envie de garder, souvenir de tout ça» et je me suis imprimé ça. Donc aujourd'hui, j'ai un book de 168 numéros et Hein, qui me hein. permet de me rappeler à toute cette période. Ouais, Donc ouais, ça a c'est été sympa. Mmh mh. voilà, une première chose. Après, ce qui a permis ça a été qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, hein, que je pourrais te partager? Hem, Dans les anecdotes, il y a eu, alors ça s'est arrivé en milieu de parcours, on a fait un gros travail sur les vêtements de travail. Alors ça peut paraître anodin. Pour moi, ça l'était pas. Ça faisait un moment que je réfléchissais à quoi faire avec ces vêtements parce que quand j'ai repris l'entreprise, les gens étaient en blouse.
Moi, j'avais l'ambition, en fait, que j'avais vraiment l'ambition de changer l'image du nettoyage D'accord. et je me dis: «Là, on est dans une image pour moi, qui va nous coller à la peau tant qu'on change pas ça». Donc on avait changé un peu les tenues à l'arrivée, mais on était resté sur du gris, du polo gris, qui avait rien de très original, qui était mieux. Mmh mh. Et plus ça avançait, plus j'avais envie de quelque chose d'autre. Je me disais: «On mérite mieux, nos équipes méritent bien mieux que ça». Et notamment, on avait un public très féminin, quasiment exclusivement féminin, à quelques exceptions près. Et elles s'habillaient, depuis tout le temps, elles s'habillaient quand elles venaient travailler, elles s'habillaient en homme, en gris, en noir, 3 tailles au-dessus de leur taille normale. Et il y avait un truc qui m'allait pas, quoi. Et je me suis dit: «Comment est-ce qu'on arrive à leur redonner, on a des femmes au boulot, on a des et comment est-ce on va arriver à leur permettre d'être femmes au travail, dans un métier qui a priori est une femme où on travaille en blouse et où, on est identifié en femme de ménage», voilà. Et on a travaillé dessus pendant quasiment, 18 mois sur Tu ces l'as fait sur de ce manière participative avec les salariés, avec les ouais, collaborateurs? ouais. D'accord. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, c'est que je savais que c'est un sujet qui est toujours un peu, tendu, les vêtements, parce que rapidement ça peut être des tensions, des gens qui aiment pas ceci, cela. Mmh Et mh. j'avais pas envie de me battre après là-dessus, donc j'avais vraiment envie de les impliquer, et en même temps je tenais vraiment, j'avais des choses que je tenais, auxquelles je tenais, c'était que je voulais que ce soit des vêtements qui les mettent en valeur, des vêtements qui les, féminisent, et des vêtements qui soient, voilà, qui donnent une belle image de qui elles étaient, du métier qu'elles faisaient. Et donc Ouais. on a mis 18 mois et on est abouti sur, des vêtements qui étaient, notamment des chemises. Donc on est passé vraiment sur des chemises cintrées de super qualité. On avait chemises noires et chemises roses. Donc là, fallait oser parce que pour des gens qui marchent dans l'ombre en permanence, qui ont envie que personne les remarque et cetera, il y avait plus de chemises roses dans le lot que de chemises noires. C'était volontaire de ma part, ça, pour le coup. Mmh mh. Il y avait, voilà, des vestes sans manches, des soft shells, également, tout ça cintré. Et moi, ce qui m'a marqué là-dedans, je me souviendrai toujours de ça, ça a été le jour où on a lancé ça. Ah oui, alors une petite chose en plus, c'est que ces vêtements, il y avait une chose en plus, c'est que on s'était dit: «Tiens, pour marquer vraiment le coup», parce qu'on avait aussi un enjeu de fidélisation et d'engagement dans la durée, ce qui était pas facile dans le métier, bah, c'était de dire: «Au bout de 2 ans, et bah, les personnes qui passent la deuxième année d'ancienneté, qui arrivent à la deuxième année, on va leur broder leur prénom sur leur vêtement, Ah ouais, génial. sur la manche». Et ça a l'air de rien, mais c'était un truc, ça a eu un effet, mais top. Mais pour tout le Mmh monde, pour mh. les clients, pour les Ouais. collaborateurs. Et la chose, moi, dont je me rappelle, qui m'avait vraiment marqué, que j'en avais les larmes aux yeux ce jour-là, c'était on met en place ces vêtements et tous les mercredis, on avait nos équipes. J'avais fait en sorte, ça on pourrait en reparler, mais j'avais fait en sorte que nos équipes passent au bureau, le mercredi, matin. Et arrivent les équipes et là je découvre de nouvelles personnes. Des femmes maquillées notamment. Je me souviens, un binôme qui arrive maquillé. Et là je leur demande en fait, et elles commençaient le matin à 5 heures, donc elles se levaient, à minima à 4 heures. Et pour Ouais. la première fois de leur vie pro, elles venaient au boulot et elles avaient pris le temps de se maquiller à 3h30 du matin pour venir bosser. Mmh mh. Et ça, voilà, et moi ça a été quelque chose qui a été vraiment marquant. Mmh mh. Ouais, c'est super chouette. Mais j'imagine qu'avoir son prénom brodé, sur la chemise, ça fait super plaisir. C'est c'est des trucs bêtes, mais moi, je serais prête à gravir une montagne en courant, pour avoir juste mon t-shirt avec mon nom dessus, hein, donc j'imagine que du coup, quand c'est ton patron qui te Ouais, l'offre, ça fait plaisir, quoi. tu veux que je t'offre une chemise avec ton prénom? Bah écoute, Bah, écoute, si tu me proposes, je risque on de va dire faire. oui, fais attention. Allez, ça marche. Non, c'est génial, c'est génial. Tu as Voilà, d'autres, après d'autres après, exemples, je suppose? ouais, bah, qu'est-ce qui a pu être marquant? Alors il y a des choses, hein, une chose qui avait été, qu'est-ce que je peux te citer? Heu, Bah, par exemple, les concours, de laveurs de vitres. On avait Alors j'ai pas fait dans l'ordre, hein, ce que j'ai dit là, parce que j'aurais pu Ouais. t'expliquer comment on en est arrivé là, mais en gros, on avait des équipes. Moi, j'avais pas de technicien en tant que tel. J'avais fait ce choix-là comparé à la profession. Je pourrais t'expliquer les raisons, après si tu le souhaites. Mais en gros,
on avait dispatché tous les travaux techniques de manière à pouvoir les attribuer à nos différents collaborateurs, collaboratrices notamment. Ouais. Il y avait plusieurs raisons, ça permettait d'amener davantage d'intérêt au poste, des possibilités d'évolution. Ça leur permettait également, de compléter, leur temps de travail et donc de pouvoir créer des temps pleins dans l'entreprise et donc de Mmh mh. fidéliser également les équipes. Ouais. Et donc voilà, on avait ouvert nos équipes sur 40 collaborateurs. J'avais, collaboratrices, hein, c'est quand même essentiellement des femmes. J'en avais au moins, la moitié qui savaient faire, des vitres, qui savaient, faire du shampoing moquette, qui savaient décaper un sol, qui savaient faire une mise en cire sur un sol thermoplastique, une bonne partie qui savait aussi, cristalliser un marbre et à un moment, je leur ai proposé de les inscrire au concours de laveur de vitres. Là, c'est des concours organisés par la profession au niveau Ouais. régional. Alors au départ, bon, elles osaient pas, c'était pas leur boulot. «Attends, mais nous, on n'est pas laveur de vitres, on est agent de propreté», Ouais, je suppose qu'il y a plus de d'hommes, non? Chez les laveurs ah de bah, vitres? il y a même 95 d'hommes. Alors, Hein, hein. c'est une profession où en fait, pour faire des vitres, pour décaper, il faut être un homme. C'est comme ça. Mmh. C'est Par contre, pour aller nettoyer, les bureaux, nettoyer les sanitaires, tout ça, bah, faut être une femme. C'est la pratique, voilà, mais ça semble être quelque chose qui est inexorable et contre lequel je me suis battu tout le temps et en fait, voilà, c'est juste une habitude, je sais pas ce qu'il y a derrière, et donc et puis petit à petit, au début, on a amené 2 personnes qui avaient envie et puis après on s'est retrouvés, je crois que j'avais amené, 5, peut-être 5 personnes dans ce concours-là et donc pour elles, mais elles avaient vraiment l'image, elles sont restées moi longtemps, j'ai fait la chasse au terme qu'elles employaient, c'est qu'elles se voyaient femmes de ménage et moi pendant, au moins 5 ans au démarrage, j'ai fait la chasse pour qu'à un moment elles se considèrent autrement que femme de ménage parce que derrière ce terme, il y avait tout ce qu'on voit de négatif dans femme de ménage Mmh mh. et elles opposaient femme de ménage avec un laveur de vitres, femme de ménage avec un technicien et cetera et ça c'était chouette parce qu'elles se sont retrouvées donc elles faisaient des vitres mais elles faisaient des ça représentait quoi, 2 de leur temps de travail, quoi. Ouais. Elles faisaient ça depuis pas très longtemps. Moi, je les avais formées, tout ça, mais et en concours de laveur de vitres, quand elles se sont retrouvées face à des laveurs de vitres qui faisaient ce métier depuis 10 ans et qu'elles arrivent à bien se classer, et pour certaines arriver sur le podium devant les laveurs de vitres, hommes, ça c'était quand même sympa. Ouais, c'est bien, C'était ouais. Ouais. c'était quand Hein, même hein. super sympa. Ouais. Ouais, c'est top. Ouais, c'est plein de super exemples et je suppose que ça laisse des super bons souvenirs aussi, bah, ça fait toujours plaisir de finalement, quand tu es patron ou quand tu es, manager ou directeur et que tu as des équipes comme ça, ce qui fait plaisir, c'est de les voir s'épanouir au travail, en fait. Bah, moi, c'est ce qui m'a fait briller les yeux pendant 15 ans, hein. Mmh mh. Ouais, Voilà, moi j'ai pris ce métier, ça surprenait bon nombre de mes collègues à l'époque de formation, en sortie de formation qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Mais tu mérites bien mieux. Qu'est-ce que au bout de 6 mois, tu auras fait le tour». Puis j'ai des gens aussi qui sont venus à un moment que j'avais fait bosser avec moi un petit peu, découvrir et qui comprenaient pas l'intérêt que je pouvais trouver. Parce que techniquement, ils voyaient pas en me disant: «Mais attends, mais moi, ce qui m'a mon moteur ça a été de moi, c'était vraiment ce qui m'a motivé, c'était de dire moi, mon ambition, c'était de dire: «Je veux arriver à démontrer que ce métier, c'est un vrai métier». C'est-à-dire que les clients, c'est pas un centre de coût, mais c'est un vrai métier. On amène un vrai service à nos clients et j'avais envie que nos collaborateurs puissent être fiers de leur métier, en parler avec les yeux qui brillent la tête haute, marcher à tête ouais. haute et moi, c'est ce qui m'a Mmh. toujours animé donc dès que j'avais quelqu'un qui voilà, de voir des personnes qui se considéraient comme femmes de ménage, où les vides, c'était juste je me disais: «Non mais jamais de la vie des vides quoi, pas possible» et qu'au bout du compte, elles viennent, à accepter, à être challengées sur des compétitions, laveurs de vitres avec que des hommes et elles se cassent en plus derrière, c'est sûr que moi Ouais, c'est c'était génial. c'est top, ouais. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un mot aussi de, ce que tu as mis en place comme outil de pilotage, qui t'a permis aussi de travailler sur l'humain, on va dire, d'optimiser tes ressources humaines, on va dire ça comme ça, mais tu le reformules, de la façon qui te convient le mieux? Alors, au départ, mes outils alors il y a plusieurs choses, plusieurs types d'outils de pilotage. Moi, je viens quand même de la logistique de l'organisation, donc des outils de pilotage, j'en avais un certain nombre. Ouais, On avait une petite entreprise qui payait pas de mine, on faisait 1 000 000 € de chiffre d'affaires, 40 collaborateurs. On était structurés
plutôt comme une grande. Et par contre, avec des outils de pilotage qui répondaient pleinement à nos besoins. C'est que dès que ça avait plus sens, on dégageait, on passait à autre chose. Mes collaboratrices savaient, voilà. Donc ça, c'est les outils de pilotage, d'activité, standard, on va dire. Et puis, mais ça c'est arrivé, si tu je pense que tu pensais à ça, c'est arrivé un peu sur le tard. C'est qu'en fait, au bout de, en 2015, je crois, donc 10-12 ans, après 10 ans après avoir repris, j'ai repris une formation qui m'a emmené pendant 8 mois à Paris, 3 jours par mois, où j'étais pas au bureau, qui m'a amené à prendre de la hauteur. Et j'avais mes collaboratrices qui s'enchaînaient, notamment au bureau et qui, régulièrement m'expliquaient: «Mais comment est-ce qu'on fait pour, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Vu tout le temps qu'on passe à recruter, à manager et cetera, comment est-ce qu'on fait à garder des clients qui ont la réputation de changer de prestataire tous les ans? Comment est-ce qu'on fait pour vendre, à ses clients, à ces mêmes clients, une presta parfois 50, parfois 100 plus cher, alors qu'ils sont réputés pour pas payer, pas dépenser un radis pour le nettoyage?» Et j'avais jamais eu de réponse à ça, en fait. Je savais que ce qu'on faisait, ça payait parce que j'avais les chiffres. C'est qu'on Mmh avait mh. des résultats financiers qui étaient complètement hors normes par rapport à la profession, mais l'expliquer, je savais pas. Et en 2014-2015, en prenant ce temps de recul, finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que si on arrivait à avoir ces résultats-là, c'est qu'on avait une chaîne de valeur qui était pleinement alignée. Et pourquoi elle était pleinement alignée? Parce qu'en fait, chacune de nos décisions, elles étaient prises en passant par le prisme de 5 piliers et toujours les mêmes. Et ces 5 piliers, c'était la confiance, la considération, l'implication, la sérénité et le plaisir. Ça veut dire que c'est comme ça que je choisissais mes clients, comme ça que je décidais ou pas de travailler avec des clients. C'est-à-dire que je disais plus souvent non que oui. C'est qu'en gros sur 10 devis, 10 demandes de devis, j'en acceptais plutôt 4 que 10. C'est comme ça qu'on sélectionnait nos collaborateurs à l'embauche. C'est comme ça qu'on prenait nos décisions managériales. C'est comme ça que je prenais mes décisions, financières. En fait, c'est pas des valeurs, en tout cas, c'est des choses qui sont en moi, que voilà, qui étaient vraiment là. Et finalement, le fait que toutes les décisions soient prises à travers à travers ce prisme, donc j'ai appelé ça CoSysDep, donc j'en ai créé une marque à un moment en me disant: «Bah, je verrai si j'en ai quelque chose derrière». Et ben ça a été finalement, c'en est une fois que je l'ai conscientisé, que je l'ai parce que je l'ai, conceptualisé, on a fait aussi un visuel autour de ça, on l'a partagé avec les équipes. Une fois qu'on l'a posé, là pour le coup, c'est devenu un outil de pilotage en tant que tel. C'est qu'on savait qu'on avait finalement que la seule chose qu'il fallait dont il fallait qu'on s'assure, c'était que la relation avec nos collaborateurs notamment, ou avec nos clients, avec nos fournisseurs, c'est on soit OK par rapport à ces 5 piliers. Ouais. Et donc ça veut dire que, bah, par exemple, en termes de recrutement, mes collaboratrices qui sont enchaînées, hem, j'en ai eu 2, à qui j'ai confié à un moment le recrutement, qui a été peut-être la dernière chose que j'ai confiée, que j'ai déléguée, et ben, c'était de recruter à partir de ça. C'est que le reste, moi, ça peu importe. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, en gros, quand vous avez, la personne en face, après le recrutement, moi, j'ai besoin que vous puissiez vous positionner, me dire: «Est-ce que d'après vous, dans la relation, est-ce que la relation, elle va permettre avec cette personne de se sentir mutuellement en confiance, de se sentir mutuellement considérés? Est-ce qu'on va pouvoir il y aura une implication de part et d'autre? Et est-ce que finalement, on a toutes les chances de travailler en sérénité et avec plaisir?» Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, bah, il y a 2 choses. Il y a une chose, c'est être aligné avec ce que tu ressens profondément au fond de toi et finalement ce que j'appelle aussi et j'incite mes clients à le vivre vraiment comme ça, c'est incarner sa marque, incarner son entreprise. C'est finalement, si tu veux que ça fonctionne, il faut, savoir être soi-même et faire en sorte que ton entreprise, elle te ressemble et tu vas attirer des gens qui ont envie de travailler avec toi et qui donc ont envie de travailler dans ton entreprise. Et ça, c'est génial que tu aies réussi à la fois le conscientiser, mais le formaliser et le partager comme ça avec tous tes collaborateurs et et c'est vrai que c'est un super outil, tu gagnes beaucoup de temps.
Après, même quand tu recrutes, chacun parle le même langage, quoi, c'est beaucoup plus facile. Et après alors oui et alors 2 choses par rapport à ça. Moi, je me souviens parce que moi, je suis anti, macarons, tu sais, les chartes et cetera. À l'époque, on m'avait dit: «Tiens, il Ouais. faut que tu fasses une charte développement durable». J'ai dit: «Arrêtez avec les chartes j'en peux plus de voir des chartes de partout qui ressemblent à rien». Donc j'étais plutôt à contrer tout ça. Et d'ailleurs, le Mmh mh. consultant à l'époque, il m'avait bien compris parce que finalement, on est arrivé à faire une non-charte. Et ça, j'ai dit: «Tiens, là, ça commence à me plaire». À une non-charge, je vais et donc on expliquait pourquoi il y avait pas de charte. Donc ça, voilà, là, il avait bien compris, il avait été très fin sur le truc, il avait bien compris à qui il avait affaire. Et donc moi, la pire des choses aurait été à un moment de vouloir, pousser quelque chose, hem, pour faire du marketer pour marketer, Ouais. pour vendre le truc. Ça aurait été la pire des choses. Et là, à un moment, moi, quand ça c'est sorti tout seul, ma prise de hauteur sur ces 10 années qui avaient passé, je me suis dit: j'avais fait ce dessin, parce que ça je crois que je t'avais partagé, Ouais. et puis je vais mettre j'avais mis ces 5 piliers, je les avais mis sur la table où on se retrouvait pour prendre le café le mercredi avec toutes les équipes qui passaient. Et là où j'ai dit: «C'est bingo», c'est que je mets ça et les équipes qui passent, donc des agents de propreté qui venaient là, qui disent, «Ah mais on a changé de logo, parce que c'est vraiment ça nous». Hein, hein. Et là j'ai Ouais, ils se dit: sont «C'est reconnus bon pour quoi». ouais, Et ouais, là, j'ai ouais. dit: «C'est bon, on va pas plus loin». Si Hein, les hein. premières personnes, elles voient ça et elles se disent: «Ah bah ça, c'est complètement nous» et elles pensaient qu'on avait changé même d'enseigne, et que ça leur Ouais. plaisait et non et en fait, Mmh je me mh. suis dit: «Non, on change pas d'enseigne. Par contre, on vient de mettre en exergue finalement notre ADN et on vient de lui donner corps, quoi». Mmh mh. Ouais, c'est génial. C'est exactement alors moi je veux pas parler de marque employeur parce que ce que j'aime faire, ça va au-delà de l'aspect marque employeur qui est souvent très marketing, mais quand je parle d'incarner son entreprise, c'est exactement ça. C'est arriver à faire que ce que toi tu as envie que ce soit vécu et perçu de la même façon par les gens qui travaillent avec toi et bah, bravo d'avoir fait ça, c'est génial. Ouais. Et pour répondre à ta deuxième question sur, le fait que c'est un outil après pour travailler, sur un référentiel commun. Alors, ce référentiel, il était très large, hein, parce que je j'ai jamais voulu le définir ce référentiel. Mmh Parce mh. que pour moi, il est qu'une affaire de perception. Ouais. Il y a rien qui définit la confiance, il y a rien qui définit la considération, selon moi, si ce n'est la perception que la personne en face, elle en a. Oui. Donc, mais n'empêche que même si jamais ce référentiel, il était très large, volontairement, il est toujours resté très large et j'ai vraiment tenu à ça, on l'utilisait pour tout. On l'utilisait pour tout. C'est-à-dire que quand avec, mon équipe, proche, on avait une situation à analyser. Tiens, pourquoi ça merde aujourd'hui? Pourquoi ça merde depuis 10 jours, ça merde avec une collaboratrice? Pourquoi ça merde avec un client? Où est-ce qu'on en est? Tiens, et ben, on partait que de Cosidep. Ouais. Quand à un moment, on avait aussi, je t'avais dit qu'on avait, dispatché ventilé les travaux techniques. On avait aussi progressivement dispatché les aspects managériaux. C'est-à-dire qu'on avait des agents de propreté qui avaient une appétence pour la relation et que je mettais par exemple, dans l'accompagnement des nouveaux dans l'entreprise, sous un format tutorat ou, comme tu veux, voilà, on peut l'appeler, Mmh. comme on veut. Heu et ben, là encore, la seule grille de lecture que je leur demandais, bah, c'était une grille de lecture autour de ça. Alors au Mmh mh. départ, c'était compliqué au Surprend, je départ. pense. Ouais. Oui, c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes m'ont toutes demandé la même chose, c'est: «Oui, mais c'est quoi confiance? C'est quoi sérénité? Qu'est-ce que je dois cocher, quoi?» Et je leur dis: «Mais faites-vous confiance. Vous êtes Ouais. là, finalement, vous vous retrouvez là-dedans, vous me le dites vous-même, vous vous retrouvez là-dedans». Moi, ce qui m'importe, c'est pas s'il y a pas, une chose qui définit ceci ou cela. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez mettre des mots derrière. C'est quand vous êtes avec la personne, vous travaillez avec elle, et ben, qu'est-ce qui vous vient quand, vous pensez à plaisir? Qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à considération dans la relation? Mettez-moi ce que vous voulez. Et en fait, ça, c'était dur au départ et dès que les personnes, elles ont expérimenté, elles se sont rendues compte que c'était d'une simplicité et potentiellement, c'était d'une richesse vachement plus grande parce Ouais. qu'on avait autant de vues de ces de, mmh, d'appréhen de façon d'appréhender les situations que d'individus dans l'entreprise. Donc c'était Mmh juste mh. royal. Ouais. Ouais et sous couvert de quelque chose qui peut paraître très fermé puisqu'il y a 5 piliers, il faut correspondre à ces 5. Finalement, en fait, tu as quelque chose de très, très, très ouvert puisque tu assumes complètement la subjectivité de ces piliers
et que chacun puisse y mettre ce qui est important pour lui, derrière et malgré tout ça fonctionne quoi. Tout chacun s'y retrouve. Donc c'est Et ça, j'ai beaucoup de personnes ont peu de personnes ont compris tant qu'ils l'ont pas vécu. Moi, les remarques que j'avais à l'époque, parce que j'avais pris aussi le temps d'aller expliquer à nos partenaires emploi, parce qu'on avait, on n'arrivait pas à recruter nous. Je veux dire, là où nos confrères n'avaient pas de soucis parce qu'ils embauchaient un agent de propreté, la première personne qui décroche, on l'embauche. Nous, on était très sélectifs, on embauchait à peu près, je crois, on retenait 6 de candidatures, maximum, parce que finalement on recrutait là-dessus et nos partenaires comprenaient pas. Et le retour que j'avais à l'époque, l'impression que ça pouvait donner, c'est que c'est on allait recruter des clones. Les gens pensaient qu'on avait des clones chez nous. mmh mh. Mais alors, la diversité qu'on avait chez nous, c'était un truc de malade. Ouais. On avait ça allait des gens qui étaient, mais alors hyper rigoureux, il leur fallait des cadres pas possibles, il leur fallait des fiches de poste bien précises, machin truc, à des personnes qu'on a eues, alors on pouvait pas en avoir, non plus toute l'équipe comme ça. J'ai eu des personnes, alors qui étaient folklore quoi, qui étaient folklore, des personnes avec des parcours de vie très compliqués, des personnes qui, du jour au lendemain ont plus donné ces signes de vie, et en même temps, ils apportaient autre chose. Il y avait autre chose. Alors j'aurais pas pu constituer mon équipe qu'avec des personnes, complètement extravagantes, voilà. Mais n'empêche que c'est pour montrer à un moment qu'on avait on avait on avait une diversité dans l'équipe qui était juste, mais phénoménale. Et Mmh. surtout typiquement, on avait très peu de personnes qui venaient de la profession. Ah ouais. Ouais. Nous, ça a été Mmh aussi mh. l'enjeu et la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on avait un modèle, une approche du métier qui était telle que, il a fallu qu'on aille chercher des personnes qui, a priori, qui n'avaient jamais travaillé dans le métier ou qui, a priori, ne seraient jamais venues dans ce métier-là et qui, pour le coup, et dont on était pourtant certains qu'ils avaient une chance de s'y plaire. Ouais. Ça a été un boulot assez balèze. Ouais, ça veut dire qu'après, bah, tu prends le temps de les former, donc c'est un investissement supplémentaire, mais à la fois tu as fait ta sélection sur d'autres choses quoi, que les compétences techniques. Oui, alors la formation, on avait monté un centre de formation, on avait tout ce qu'il fallait, donc ça, effectivement, la formation était importante pour nous. Elle était, heu, on investissait énormément sur la formation, mais ça, pour moi, c'était pas compliqué ça. Mmh C'était pas mh. compliqué. Ce qui était compliqué, c'était de dire en fait, des personnes qui venaient de la profession, quand on embauchait, bien souvent, c'est des personnes qui avaient été habituées à travailler très vite, qui étaient habituées, à s'organiser tout seuls, qui étaient habituées, heu, ouais, un peu en à fonctionner, à nettoyer. En gros, à nettoyer, mais c'est tout. Et en fait, moi, je pouvais pas, notre modèle économique, le les clients qu'on avait, les prix qu'on pratiquait avec nos clients, nos engagements qu'on avait vis-à-vis d'eux et cetera, faisaient il fallait qu'on ait des gens qui allaient pouvoir avec qui on allait pouvoir, nouer une relation dans la durée et qui aille bien au-delà de la technique. Parce que pour moi, ce métier, qui est un métier qui a priori semble juste technique, il faut rendre propre. D'ailleurs, toute la branche professionnelle se bat depuis des années pour essayer d'objectiver la propreté, donc il y a des référentiels là-dessus, top, hein. En gros, si jamais il y a 2 bouts de papier sur le sol, c'est convenable, mais à 3 ça va plus. S'il y a ceci, et moi j'ai très rapidement compris que c'est pas ça en fait. C'est que les clients, on a beau objectiver, hein, si le client il trouve que c'est pas propre alors que c'est super propre, il trouvera que c'est pas propre. Heu et derrière, j'avais une conviction, c'est qu'en fait le client il était beaucoup plus attaché qu'on pensait à la qualité de la relation. La qualité avec nos agents et la qualité avec nos encadrants et avec la direction également. Et je l'ai mesuré notamment une fois, ça m'a marqué, c'est que j'ai un prospect qui m'appelle en furie, il me dit: «Mais il faut que vous veniez vite, on a un prestataire, mais c'est une catastrophe, mais on n'en peut plus, c'est dégueulasse. Non mais c'est horrible quoi, c'est horrible». Bon, ben, j'arrive là-bas, moi ça faisait, ouais 10 ans que j'ai l'entreprise, donc je me suis dit: «Mais je vais arriver, ça va être, terrible». J'arrive, première vue, je me dis: «Ça me paraît propre», je me dis: «Bon, je vais creuser». Je leur dis: «Vous pouvez me laisser faire un tour?» Donc je fais un contrôle, bien précis, et j'arrive à un niveau.
mais digne d'un hôpital, d'une salle de soins. Ouais, Il y avait rien. Sous les plaintes, je vais sous les bureaux, je vais sur les plaintes, derrière les bureaux et cetera. Pas un gramme de poussière et pourtant le client me réaffirme: «Mais c'est dégueulasse» et 1-2, 3 per 1 de 3 personnes dans chez le client me dit ça et rapidement, en fait, je comprends. Je lui dis: «Mais en quoi c'est dégueulasse?» «Ah non, mais je peux plus le voir moi, le patron, je peux plus le voir, hein» et puis alors les ouais, équipes qui nous il me prend de haut et cetera, il nous explique, voilà, il nous prend de haut, les équipes, ça change sans arrêt, il y a personne qui les accompagne et cetera et donc finalement, le client était convaincu que c'était une question de propreté, alors que finalement il y avait quelque chose d'un tout autre ordre qui se jouait et en fait, mmh, moi, ce pari et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais fait le bon pari à l'époque. C'est que ça, très rapidement, j'ai fait le pari que la satisfaction de nos clients et le fait de les garder dans la durée, ça allait passer bien au-delà de la technicité et de la propreté en tant que telle. mmh mh. Ouais, bel exemple. Bel exemple comme quoi des fois même ton client ne sait pas forcément mettre les mots sur ce qui va pas et c'est sûr que la relation humaine, elle est au cœur et je pense encore plus maintenant qu'en 2015 quoi, parce que, bah, on a connu des confinements où je pense qu'on a vu la valeur aussi de la relation humaine. Tu veux peut-être en parler parce que ça a été une période peut-être un petit peu difficile dans le domaine de la propreté là, toute cette, période covid, confinement, Ah, période confinement, ah oui! Ah bah, période confinement, tu m'embarques sur un sujet à plusieurs tiroirs là. Ouais, alors période confinement et ouais, on va faire le lien sur la relation parce que c'est là où on a mesuré aussi que tout ce qu'on avait mis en œuvre, c'était pas que du flan, quoi. Ouais, Et ça tenait même quand ça bouge très, très fort, ça tenait super bien. Moi, je prends la décision de vendre, l'entreprise en 2018, je te rappelle, ouais. Oui, hein, donc avant. voilà. Et moi, en septembre 2018, je me dis: «Tiens, je vais vendre l'entreprise», donc j'ai pris ma décision. Je me dis: «J'ai la plus belle entreprise du monde, j'ai les meilleurs, collaborateurs, les meilleurs clients, tout le monde est fidèle, super rentabilité. Dans 6 mois, c'est bon, j'ouvre mon cabinet de coaching» et cetera. Et puis, bah, non, la réalité m'a fait dire que ça a pris plus de temps que prévu, parce que c'est pas si facile de vendre une entreprise qui marche bien et avec une culture forte. Et arrive 2020, donc ça faisait, quasiment, 6 mois que j'avais donc, plus de 6 mois que j'avais trouvé mon repreneur. Et donc enfin, donc là, j'avais démarré ma formation, de coach, et cetera. Mon projet était bien dessiné et donc tout est signé. Les banques sont OK pour suivre, mon repreneur, tout est OK. Remise des clés, je remets les clés le 30 mars 2020, normalement, normalement. Donc Dommage. là, je sais plus, c'était quoi? C'était le 15 ou le Le ou le 13 je 16 crois. ouais, ou le 13, je sais plus. Annonce du confinement. Et là, annonce du confinement et là, toute la vente est cassée. C'est-à-dire que là, la petite clause qui doit jamais s'appliquer, le cas de force majeure, qui fait que la vente, ne peut plus se faire et ben, elle s'applique. Et donc là, pour la petite histoire, je me souviens, j'étais, à 1 kilomètre de chez moi et là, je me souviens très bien où c'était. Je vois des fichiers Windows. Alors je sais pas, ça devait en plus, Windows 98, je sais pas, c'était même pas la dernière version de Windows qui venait, mais c'était Windows 98, j'avais tous mes fichiers qui partaient à la poubelle. Je voyais défiler tous mes fichiers qui partaient à la poubelle et c'était tous mes projets de vie. C'était mon projet de vie qui était en train d'être tout rayé à la carte et tout ça pour faire de la place. Je pense que c'était pour faire de la place, pour me libérer l'esprit, pour me dire: «Bah, écoute mon gars, bah, oui, c'est fini, bah, c'est fini, tu avais prévu ça, bah, tu repars, tu remets et puis, ben, tu vas faire en sorte, de gérer Epps dans ce tourment-là et puis tu verras, tu verras». Et donc finalement, moi, j'ai géré le covid, cette première phase, avec en plus, cette problématique de cession. Donc ça a ramené un peu de difficulté, on va dire. Parce que, Ouais, ouais, au bout d'une semaine, on s'est dit, quand les 10 premiers jours sont passés, on est rentré en contact avec mon repreneur et on s'est dit: «Bah, c'est pas tout foutu, on peut peut-être, lui et moi, on se dit: «Bon, bah, allez, on va continuer». Et pendant cette phase, alors effectivement, la relation, pour moi, elle a été cruciale, quoi. Elle a été cruciale avec nos équipes, avec nos clients parce qu'on était dans une situation, bah, on s'en souvient, hein, tout à l'arrêt, on ne sait pas ce qui nous tombe sur la tête, tout le monde arrête de bosser, heu et nous, propreté, hygiène,
avec un moment aussi un sens de la mission et puis de ce à quoi on sert, quoi. Mmh Moi, mh. mes clients, je leur vendais pas des heures. À un moment, je leur Ouais. vendais, de l'hygiène chez eux. Je leur vendais, le fait que quand ils puissent accueillir des salariés, des clients dans des bonnes conditions, donc moi, j'avais un vrai, là, c'était un vrai cas de conscience, c'est, on fait quoi? Est-ce qu'on Ouais. s'arrête? Moi, j'ai des confrères qui se sont arrêtés. J'en ai d'autres qui ont travaillé, j'en ai qui ont décidé de s'arrêter et je comprends et surtout, je viens pas juger parce qu'alors là, on pouvait prendre des décisions, voilà, on prenait les meilleures décisions à l'époque et de se dire, «Bah, OK, mais si on y va, est-ce que je mets en danger la vie de mes équipes? Est-ce que c'est raisonnable? Qu'est-ce qui» bon et bah, avec tout ça, c'est là où on se dit: «Bah, voilà, là, ton rôle de chef d'entreprise, de leader, où tu vas prendre des décisions, où, et ben, ça bah, à toi de jouer une fois de plus» et et il y a eu alors ça a commencé, il y a eu un mouvement de panique, nous, dans l'équipe, bah, le soir même, hein, quand il y a eu toutes ces annonces-là, Ouais. je me souviens du téléphone qui sonne. Moi, j'avais mes agents qui m'appelaient en direct jusqu'à 23:00-23:30 en panique. Donc on a temporisé. J'ai décidé de temporiser, de dire, «OK, on va tous se coucher, normalement, on travaille pas pendant, le lendemain déjà on travaille pas, personne travaille, on prend le temps de la réflexion et puis on y va». Et puis on a refait le point, alors moi d'un côté, ça c'est un autre plan, j'étais en contact avec, les instances, techniques, sur toutes les protocoles et cetera. Je les suivais, Ouais. à l'heure, à chaque heure pendant toute cette période-là pour actualiser nos protocoles et cetera et être sûr que je mettais personne en danger et derrière, on a redonné le sens aux équipes, on a et tout le monde s'est mobilisé. J'ai peut-être eu dans l'équipe, j'ai eu une personne qui a vraiment été angoissée et qui a été absente à un moment, mais parce que vraiment en angoisse totale. Ouais, c'était Mais trop, quoi. autrement, Mmh. j'ai tout le monde était présent. Toute cette période-là, j'ai eu 100 de l'effectif au travail quand, voilà, en s'adaptant et les clients, pour le coup, pareil, la relation qu'on avait créée parce que la relation qu'on a créée avec nos équipes, cette relation, on l'a créée aussi avec nos clients Ouais. et là aussi, on a pu mesurer la puissance de ça parce que, moi, j'ai pris le parti à un moment, je voyais la profession et puis mes confrères, on parlait beaucoup ensemble et chacun, ajustait. C'est qu'en gros, bah, tiens, on va passer 1 heure de moins, donc on va déduire 1 heure, mais après, si on fait des désinfections, on va te vendre 1 heure de plus, mais plus cher et moi, j'ai dit: «Mais attends, on n'a pas tra on est ça fait 15 ans qu'on travaille la relation. On a une relation de confiance qui est installée. On sait qu'on peut se faire confiance, on sait qu'on se considère, on sait moi je savais que j'allais être payé, mes clients savaient que j'allais faire le boulot, ils savaient que j'allais et on a vraiment marché en confiance en disant moi le discours ça a été de dire: «Si vous êtes OK, là aujourd'hui le temps il est pas de faire des procédures, de modifier des fiches de pause, des cahiers des charges toutes les semaines. L'idée, on est d'accord, c'est qu'on vous permette de vous-même d'intervenir dans les locaux, en bon état de propreté, désinfectés et cetera. Mmh Ce mh. que je vous propose, c'est qu'on a déjà un budget. Voilà, vous me payez aujourd'hui, tant par mois. Faites-moi confiance, nous derrière, on s'adapte. Ça nous coûtera moins cher, ça nous coûtera plus cher, peu importe. Derrière, dans ce budget-là, on vous maintient vos locaux en propreté et cetera. Donc pas de surfacturation, mais pas non plus de moins-value et cetera et là, tu te dis, moi là, j'avais 110 contrats à peu près et sur 110 contrats, j'en ai 105 qui ont joué le jeu. Ah ouais. Alors j'en ai Mmh. 5, ça m'a fait chier quoi. 5, Ouais. ça m'a énervé parce Mmh que je me mh. suis dit: «Purée» et après coup, je me suis dit: «OK, allez, c'est bon, tu en as 5, tu as quoi? Tu as Ouais, 5 qui jouent pas pleinement le jeu, ça ça va va, quoi». c'est acceptable quand même. Ouais, mais j'ai du mal quand même à accepter toujours ce petit iota là, Oui, voilà, j'ai un peu je un côté à un comprends. moment où, J'ai tendance heu, à faire pareil, mais après si tu eh regardes le verre à moitié plein, tu fais: «Ah ouais, il est quand même bien plein, quoi». Non, c'est et quand joli, tu hein. et quand tu vois que même des collectivités qui, alors pour le coup, s'abritent vachement vers de la procédure, derrière Mmh des mh. cahiers des charges. Alors ils ont essayé à un moment, hein, je me souviens, une de mes plus grosses collectivités qui me dit, «Ah, il faut nous modifier les cahiers des charges» et en gros, moi, ça voulait dire que tous les jours, il fallait que je modifie les cahiers des charges Ouais. et là, j'ai dit: «Mais non» et là, j'ai dit: «Non». Ça n'a même pas été discutable. J'ai dit: On n'en est pas en train de se poser la question, on va pas se faire de l'administratif, alors qu'on est en train de se demander, on est en train de parler de vie, de mort, on ne sait pas Mmh bien, mh. on arrête les conneries, on Ouais. arrête» et à un moment, moi, j'ai dit: «Non». J'ai refusé et finalement, bah, ils ont été un peu contraints de je l'ai écrit en même temps, je leur ai expliqué pourquoi, de manière à ce qu'ils Mmh aient mh. eux des éléments Ouais. mais rapidement, ils ont compris et on a pu travailler comme ça. Mmh mh.
Non, c'est bien. Et donc finalement pendant cette période, tu vois, nos équipes ont travaillé, donc elles ont été payées, nos clients on a travaillé complètement de façon dégradée, faire des trucs de malade, mais on a continué à facturer et puis finalement, j'ai pu faire ma vente aussi parce que, c'était aussi un élément important pour la valorisation et la vente de l'entreprise quand même. Ouais. Mmh mh. Heu, Oui, si tu avais décidé d'arrêter, c'était plus la même après pour revendre la société. Si tu as 3 mois d'inactivité, ton bilan, c'est plus tout à fait le même. Mmh. ouais. Ouais, ouais, non, joli et comme quoi, hein, quand on est leader, il faut, déjà, on est seul à prendre des grosses décisions comme ça et puis il faut accepter la part de risque et puis, faire des paris ambitieux, finalement, ça paye, quoi. Ouais et c'est vrai qu'à ce moment-là alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment mesuré que à ce moment-là, alors autant le reste du temps, tu vois, les équipes, elles aimaient bien avoir un peu le pouvoir décider et cetera et heu et que je délègue pas mal de choses, qu'elles soient en Ouais, et là, j'ai bien senti que là, là, il y tu es avait tout seul, besoin mon qu'il gars. non, j'étais pas tout seul. Non, j'étais pas tout seul, j'avais vraiment pour moi le soutien, j'avais pas le sentiment d'être tout seul. J'étais seul à devoir prendre les décisions. Mmh Oui, mh. ces Ouais, décisions-là, il y a ouais. personne d'autre qui pouvait les prendre et personne voulait les partager. Mmh Ce mh. qui n'était pas arrivé jusque-là, hein, parce que les gens Ouais. moi on partageait beaucoup les décisions. Mais les gens là, c'était pas ils voulaient pas et c'était pas leur rôle en même temps Mmh mh. d'assumer ça. Ouais, Mais par contre, je me suis pas senti seul. Je me suis jamais d'accord. senti seul. Ouais. J'avais vraiment le sentiment d'avoir pour moi mais non, j'étais entouré, j'avais mon équipe, j'avais mes clients, ils étaient là. J'étais pas tout seul. Mmh mh. Ouais, c'est bien. C'est certainement aussi ce qui t'a permis de prendre les décisions plus sereinement. C'est tu sais que tu portes tout seul le poids de la décision, mais à la fois que les gens qui sont autour, vont respecter ton choix et iront dans cette direction, ils vont te soutenir aussi dans la décision que tu as prise donc ouais. Et la décision alors, la décision, le truc qui était intéressant à ce moment-là, ça a été de dire comment aussi toi en tant que leader, j'ai mesuré ça, alors moi c'était naturel là-dessus, mais je l'ai vraiment mesuré là et comment ça peut être difficile pour des leaders aujourd'hui de prendre une décision un jour et de prendre une décision contraire le lendemain. Mmh mh. Parce qu'en gros, c'était ça à cette période. Ouais, C'est qu'à cette période, tu prends une décision, tu dis: «On va dans cette direction» et tu y vas, mais de façon certaine et il y a pas de, on y va et le lendemain de pouvoir dire: on allait là-bas, on va là-bas aujourd'hui» et ouais, d'accepter au départ la personne qui dit: «Attends, mais hier vous m'avez dit qu'il fallait que j'aille là». Oui et d'accepter en tant que leader qu'à un moment tu prends des décisions à partir des éléments que tu as, dont tu as connaissance et qui sont ceux aujourd'hui et c'est la décision qui te semble la plus ajustée. C'est pas la bonne décision. Il y a mmh mh. aujourd'hui, dans le monde complexe et incertain dans lequel on vit, je suis convaincu qu'il n'y a plus une bonne décision. Ouais, Il y a une décision qui te semble à un moment la plus ajustée, à la situation. Et cette décision, elle est ajustée aujourd'hui au vu de tes éléments, des éléments de contexte que tu as et demain, ce sera peut-être d'autres éléments qui vont te faire prendre une décision qui va être complètement différente. Et auquel cas, c'est OK. Mais en tant que leader, c'est pas si facile de l'accepter parce qu'il peut y avoir l'impression de se renier et avoir ouais, l'impression, tu vois, d'avoir fait une connerie au départ et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des éléments c'est vraiment suite au covid pour moi que j'ai vu qu'il y avait un basculement là-dessus et je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les leaders, pour les managers, même pour les managers et pour les équipes ensuite, mais de considérer que c'est pas un souci à un moment d'aller dans un sens et à un moment de faire, marche arrière. ouais. C'est des concepts, je me rappelle avoir évalué aussi en management, en 2009 avec la crise des subprimes. Tu vois, on évaluait la compétence à manager dans l'incertitude. Parce que tu savais que tu avais pas de visibilité et que du coup, les décisions et surtout les décisions financières qui pouvaient être prises, elles pouvaient être revues complètement et là, on parlait d'une échelle au trimestre. Bon là, ce que tu as vécu, toi, c'était à la journée, mais et déjà, c'était complexe pour pas mal de gens de se dire: «Attends, on a dit qu'on faisait ça, puis, tu sais, avant, on faisait des» quand je dis avant, c'est, début des années 2000, tu faisais des plans stratégiques sur 3 ans, 5 ans et tu pouvais t'y tenir. Puis d'un coup, bah, non, c'était au trimestre, quoi. Puis après, bah, voilà, 2020, c'est passé à la journée. C'est pas Et évident. en fait, ouais mais en même temps, ce que je mesure moi dans les échanges que je peux avoir avec des managers ou avec des dirigeants, c'est qu'à un moment ils ont l'impression en fait, aujourd'hui parfois d'aller d'un endroit, d'aller à un autre et effectivement de perdre de la cohérence. La difficulté c'est comment est-ce qu'à un moment, je prends une décision, peut-être le lendemain qui va être
à l'opposé de la première, sans pour autant changer ma trajectoire. Et parce que ma trajectoire, c'est toujours la même. Quand je dis ma trajectoire, c'est même pas ma trajectoire, c'est mes racines. C'est-à-dire, c'est ce qui fait tenir l'arbre. Mmh mh. D'accord? C'est que là, c'est la tempête. Ça bouge dans tous les sens. Si jamais tu as pas de bonnes racines, tu es mort. Là, ce qui fait finalement nos racines, c'est les questions identitaires. Identi et l'identité d'une entreprise, c'est sa culture. Ouais, Et finalement, c'est là où j'ai mesuré en quoi Cosidep, et bah, finalement étaient vraiment nos racines, des racines profondes. C'est qu'on avait beau prendre des décisions contraires, à chaque fois, on restait cohérent avec nos racines qui étaient la confiance, la considération, l'implication, la sérénité et le plaisir et le fait d'avoir une mission de changer l'image du nettoyage et de servir nos clients, sur un plan de l'hygiène et de voilà. Donc ça ouais. bougeait pas. Mais Mmh par mh. contre, les décisions après, bah, si ça bouge, ça bouge. Ouais, une fois que tu as construit quelque chose sur des fondations qui sont vraiment solides et qui sont, finalement indépendantes de l'environnement externe, ou de ton environnement économique ou quoi que ce soit, puisque finalement ces fondations, ces piliers comme tu disais, ben, c'était ce que tu avais en toi et ce que tu as partagé et puis du coup les gens que tu as recrutés qui avaient les mêmes, on va parler de valeurs, même si j'ai bien compris que c'était plus large que ça, heu, bah, ça c'est plus solide finalement que n'importe quoi qui peut arriver et puis, c'est comme ça que tu crées de la cohésion, de l'engagement et que, ouais, les gens sont prêts ensemble à être plus forts et ouais, à aller au-delà de n'importe quel obstacle. C'est très belle réussite. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je m'en lasse pas. Ouais, mais tu vois, j'ai été sur le coup, je me suis dit: «Putain, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que ça vient me tomber sur la tête à mais juste à 15 jours de ma vente, pas Ouais, possible». Alors, je me suis dit à ce moment-là, quand même, bah, si c'est arrivé, il y a peut-être une raison. Je me suis dit, c'est peut-être au début, je me suis dit: «La raison, c'est que finalement, mon projet, il fallait c'était pas là-dedans, c'est pas maintenant qu'il fallait que je le fasse». Et puis avec du recul, je me dis que le sens qu'il y avait derrière tout ça, en fait, c'est autre chose. C'est qu'en fait, j'avais eu le sentiment, pendant 15 ans, j'avais vraiment eu le sentiment j'avais la certitude, la conviction d'avoir vécu, mais des situations, mais super, hyper, ultra complexes. Et je m'étais dit: «Alors là, mon gars, avec ce que tu as vécu, aller accompagner des dirigeants, des managers, ça va être, facile parce que finalement, tu as tout vécu, mon gars». Et en fait, avec du recul, j'ai compris que il y avait un truc, j'avais rien vécu de la complexité. Et que là, pour le coup, j'avais été mis à l'épreuve, ouais. réellement. Mmh mh. Mmh Et que mh. pour le coup, j'en suis sorti vachement plus fort parce que là, j'en suis sorti en me disant: «Bah, mon gars, si jamais tu es arrivé à te sortir de ça, la façon dont tu en es sorti, c'est bon, là, tu vas pouvoir te prendre de 2-3 coups dans la tête et tu vas rester solide, quoi». Ouais. Ouais, et puis en termes de mindset, alors j'utilise volontairement le mot anglais parce que je trouve qu'en français, état d'esprit, ça traduit pas tout à fait ce qu'on met derrière le mindset, mais tu imagines que tu étais déjà un petit peu parti dans ton projet, tu étais en train voilà, de visualiser une nouvelle vie professionnelle et paf, non, il faut reprendre et puis il faut reprendre la direction du navire, dans pleine tempête. C'est ouais, chapeau. C'est pas si évident de se remobiliser comme ça et je pense que c'est aussi grâce à toutes ces racines que tu avais, profondément ancrées que tu as pu le faire plus facilement parce que quelqu'un d'autre aurait pu se laisser, distraire et rester dans sa déception de pas pouvoir mener à bien son projet, je pense. Ouais, alors après, je pense que j'ai aussi 2 ans, en fait, où je l'ai vécu ça, où je l'ai découvert. Sur les 2 ans, en fait, que j'ai mis avant l'entreprise, là encore, bah, tu vois, j'avais pas réalisé que ça m'avait appris ça, en fait. Et c'est peut-être, en fait, ce qui m'a permis aussi de vivre mieux cette période, covid qui m'est tombée dessus. C'est qu'en fait, moi, ça a été probablement dans mes 15 années la, mmh, l'étape peut-être la plus difficile que j'ai eu à vivre, la cession. Plus que le rachat, plus que le développement, je pense que la cession était, j'ai trouvé que c'était un moment qui est complexe pour un dirigeant et c'est pour ça aussi que j'accompagne aussi ces problématiques-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es dirigeant, en fait, il y a une chose qui t'habite, c'est que quand tu es aux manettes, donc quand tu prends une décision, tu appuies sur le bouton et puis la barrière, elle s'ouvre. C'est l'avantage, c'est que tu as pas besoin d'attendre, d'appuyer sur un bouton, attendre que le N+1 il fasse ceci, que le machin et cetera, que ça remonte à la direction régionale et puis qu'on veuille bien t'ouvrir la porte. Donc c'est le gros avantage, voilà, c'est que tu appuies et ça ouvre. Alors parfois ça ouvre, sur des crocodiles, parfois ça ouvre sur des beaux horizons, mais en tout cas ça ouvre. Ouais. Et là, j'ai réalisé et je l'avais pas conscientisé comme ça, mais j'ai réalisé, tu vois, je t'avais dit que je pensais qu'en 6 mois j'avais vendu, Mmh mh. j'aurais vendu et là j'ai compris un truc,
C'est qu'en fait, bah, pour le coup, c'est la première fois où j'appuyais sur le bouton et ça marche pas, quoi. et ça marche pas. Hein, Et hein. où tu te dis et où tu te dis: «Attends, moi mon énergie elle est déjà ailleurs». Moi Mmh j'étais mh. déjà ailleurs. Moi une fois que j'ai décidé Mmh. d'appuyer sur le bouton, c'est que j'avais déjà mon projet, hein. Donc Ouais. ça faisait déjà moi c'était depuis 2018, je savais ce que je voulais faire. Mmh mh. Donc tu as ton énergie qui est déjà tirée ailleurs, tu appuies sur le bouton, ça marche pas et tu te dis: «Mais je sais pas quand ça va marcher, je sais pas si ça va marcher, Ouais. je Hein, sais pas hein. quand ça va marcher» et malgré tout, alors que tu es là-dedans, c'est ce moment-là où il faut que tu aies ton énergie à bloc, Mmh comme mh. jamais. Parce que c'est à ce moment-là où ton entreprise finalement, tout ce que tu as construit, bah, c'est là où tu l'as valorisé et si tu Ouais. baisses maintenant, bah, Tu ta perds boîte, tout. tu perds ta valeur, tu vas perdre tes équipes, tu vas perdre tes Mmh mh. clients et donc finalement tu perds tout et Ouais. donc cette phase-là avant la vente, tu dois avoir une énergie maximum pour l'entreprise, alors même que ton énergie elle est déjà ailleurs. Ouais, c'est terrible. Et ça j'ai vécu tu vois, c'est cette compé j'ai mesuré que ça c'était compliqué, et peut-être que ça m'a peut-être aidé, tu vois, le jour où le Covid est tombé dessus, où c'était même pas une question, quoi. C'est juste Mmh pour mh. moi, c'est même plus une question, Ouais. c'est OK, bah, OK, il se passe ça, on se remonte les manches et puis on va régler on va vivre la tempête, quoi, hein. Ouais. Ouais, mais certainement que c'est quelque chose, c'était l'école de la patience, quoi. Mais pas évident. Faudrait presque, vendre avant d'avoir envie de vendre, tu vois? Pas idiot. Oui. Ouais, mais tu sais que c'est il y a du vrai dans ce que tu dis. Mmh mh. Et c'est pour ça que les dirigeants ont besoin d'être accompagnés pour trouver ce moment. Enfin, moi, j'ai connu quelqu'un qui avait comme ça une officine et qui avait, des gens qui le conseillaient et qui ont dit: «Bah, c'est maintenant». Et c'est pas forcément lui qui avait envie de vendre maintenant, mais c'était le bon moment. Et au final, si ça se fait pas, du coup, comme toi, tu avais pas spécialement envie de vendre, ça va. Après, tu as peut-être à gérer autre chose, le deuil de ton entreprise, si tu avais pas vraiment envie de la vendre, mais Ah moi, je m'étais mis, tu vois, j'avais pas anticipé autant que ça, mais je pense que c'est très juste ce que tu dis, c'est intéressant en tout cas à creuser et je pense pour des dirigeants de se mettre de prendre ce mindset-là, de se dire: «Tiens, bah, il faudrait que je vende avant d'avoir envie de vendre», tu vois? En tout cas, s'il y a une réflexion intéressante. mmh mh. Moi, je m'étais dit une chose en tout cas, quand je me souviens quand j'avais pris l'entreprise, je m'étais mis un truc: «Il faudrait que tu vendes tant que tu as encore, heu, tant que tout va bien et que tu en as pas marre». Ouais. Mmh mh. Voilà et en fait, je crois que j'ai décidé de vendre à un moment, j'ai commencé à sentir que cette flamme qui m'animait, cette passion que j'avais derrière et vraiment cette flamme que j'avais pour piloter la boîte, à un moment je me suis dit: «Tiens, cette flamme elle est un peu moins forte là, je commence à manquer de gaz là et je suis pas sûr que même si jamais j'ai des projets, de croissance, de machin, que ça me remplisse ma magasinière là» et c'est à ce moment-là où tu vois, c'était le moment où je me suis rappelé ce que je m'étais promis, 15 ans avant, 12 ans avant. Bien. Mmh mh. Mais très juste. À creuser. Tu dirais que c'était un peu le moment où tu t'es sentie dans ta zone de confort, peut-être que tu Non, as eu une petite baisse d'énergie ou rien à voir? non. Non, c'est pas une question de zone c'est pas une zone de con c'est pas une question de zone de confort. C'est pas ça. Ça a été, je pense, une fois où, on est par rapport aux ambitions que j'avais pour l'entreprise. On était arrivé à une entreprise moi je rêvais d'un petit joyau, d'un petit truc, tu vois? D'une petite pierre précieuse, dans un écrin joli, petit, local. On fait pas de vagues, mais voilà, on fait un truc, on fait une belle petite boîte, qui marche bien avec on potentialise nos équipes. On a des personnes qui font ce métier avec fierté, qui sont fidèles, qui prennent du plaisir là-dedans, là où tout le monde, t'explique, mais il faut arrêter d'être un doux rêveur, là, le monde des bisounours, faut en sortir. Voilà, quand on a des clients qui se rendent compte que finalement, ils sont prêts à payer plus cher, parce que derrière, bah, ils y trouvent un service derrière. Ah, on était arrivé à un niveau d'équipe, mais de malade et je pense que voilà, je pense que je m'étais prouvé ça, montrer que c'était possible. Ouais. L'autre chose, un autre truc, c'est que j'aurais pu en arriver à ma zone de confort si c'était pas produit une chose qui a aussi été un élément pour le coup qui a aussi contribué à ma décision. Ça a été que ça a demandé tout ça, ça a demandé beaucoup d'efforts, quoi.
ça a beau être beau comme ça, mais derrière, ça se voyait pas forcément, mais derrière, ça demande un effort de dingue, hein, Mmh mh. heu, qui se voit pas forcément, mais qui est bien présent. Une énergie et une présence. Hem et à un moment, c'était un moment où j'avais des piliers aussi de l'entreprise qui sont partis de l'entreprise, des agents de propreté qui sont partis, des gens, qui je travaillais depuis des années, qui ont eu des problèmes notamment des problèmes de santé, qui ont dû s'arrêter et j'ai eu plusieurs départs comme ça. J'avais des personnes dans mon encadrement aussi, j'envisageais que possiblement dans les années qui allaient venir, là, elles allaient partir en retraite et j'avais pas envie de reconstruire. Mmh Tu vois, mh. il y a un moment, Ouais. j'étais arrivé vraiment à ce niveau d'équipe, piloté par le sens, où tout le monde portait le sens de l'entreprise. Moi, les gens, ils allaient, j'avais des agents, je t'en avais parlé, des personnes je me souviens d'une personne qui était hyper timide, qui rougissait dès qu'un client, lui ouvrait la parole, quand je l'ai embauché en 2006 ou qui, à la fin, allait parler d'égal à égal à des chefs d'entreprise Ouais. sur les sites Mmh mh. et donc pour moi, ça c'était, juste une fierté, immense. Et que des personnes comme ça partent, heu, je me disais: «Il fallait que je remette le couvert pour reconstruire la même chose». En fait, je crois que ça a été le truc aussi qui m'a dit: «Non, voilà, là j'ai fait mon temps, maintenant». En plus, il y avait d'autres choses, hein, on était arrivé à un on avait fait notre joyau dans notre petite zone, géographique. Ouais. Heu, Là, on n'avait plus de marge de progression. Donc s'il fallait envisager une croissance externe, il fallait faire autre chose. Il fallait que Mmh l'entreprise mh. elle prenne une autre ampleur. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, «Est-ce que tu as envie de remettre le couvert? Est-ce que, ça te fait briller les yeux d'imaginer reprendre une entreprise?» J'ai eu l'occasion, de prendre une belle entreprise à l'époque, tout était nickel, j'aurais gagné vachement plus d'argent, j'aurais eu une boîte, la fierté d'avoir une grosse boîte et je me suis dit: «Est-ce que ça va te faire briller les yeux ça?» Bah, la réponse a été non, donc je me Mmh suis mh. dit: «Les yeux brillent plus de la même manière, ça veut dire qu'il faut que tu fasses autre chose». Ouais. Mmh. C'est bien, je pense que tout le monde n'a pas non plus, cette, capacité d'introspection ou ce recul, tu vois? Parce qu'on peut se laisser tenter, comme tu dis, d'avoir une grosse boîte. Bah, c'est souvent, c'est l'ego qui parle et finalement, quand tu arrives à revenir à dire à l'ego de se taire et puis de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Ben, tu sais, quoi. Tu as plus besoin de te poser la question, tu le sens. Tu veux nous dire 2 mots de ton business actuel de coaching? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, dis-nous qui tu coaches, ce que tu proposes comme service, comment tu peux aider, accompagner les dirigeants et Alors peut-être revenir avant ça, peut-être sur, un peu ce que m'a appris moi ces 15 années. Parce qu'en fait, finalement, ce nouveau challenge dans lequel je me suis lancé il y a 3 ans maintenant, il est né de toute l'expérience que j'ai eue pendant ces 15 ans. Plusieurs choses, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte au cours de ces 15 ans, hem, que que la dynamique de l'entreprise, elle était très étroitement liée à l'énergie de ses dirigeants. Ça, je m'en suis rendu compte. Je pourrais t'expliquer voilà, comment je l'ai vécu, mais il y a eu un moment comme ça où j'ai bien mesuré et ben, qu'au moment où ça va moins bien et ben, comme par hasard et ben, ta boîte, elle va moins bien. Heu et j'ai mesuré combien c'est compliqué et c'est de plus en plus ça l'est de plus en plus aujourd'hui, combien c'est compliqué de rester à un haut niveau d'énergie quand tu es dirigeant, et combien c'est compliqué de rester lucide tout le temps. Sans avoir quelqu'un finalement, avec uniquement l'écosystème qui est le tien quand tu es chef d'entreprise, hein, qui veut dire tes ouais. collaborateurs, tes fournisseurs, tes clients, ton réseau d'affaires, tes banquiers et cetera. Et finalement dans cet environnement-là, c'est vachement compliqué de rester lucide et serein et de plus en plus. Et j'ai découvert je me suis fait accompagner, tardivement parce que j'avais une très, très mauvaise image du coaching, mais déplorable pour dire, c'était vraiment une image déplorable du coaching. Je ne pouvais plus d'aller à des réunions réseau où, dès que tu croisais quelqu'un, c'était, «Qu'est-ce que tu fais?» Bah, la personne te répondait: «Je suis coach». J'en pouvais plus. Genre c'était atroce et j'ai découvert et à un moment j'ai eu une sensation, tu vois? J'en suis venu au coaching en fait parce qu'à un moment j'ai découvert ça, à un moment où, j'étais monté très, très haut en plaisir, en niveau de plaisir quand j'avais repris cette formation à Paris
et j'avais anticipé la redescente, notamment sur la nourriture intellectuelle qui allait me manquer. Ouais. Et j'ai mangé gras, ça m'a ouais, ça a été sacrément douloureux, et pourtant j'avais anticipé, j'avais pris une coach à l'époque, et j'ai tenté le coup par recommandation, quelqu'un, voilà. J'ai dit: «Moi, voilà, j'ai que dans mon entourage, voilà, tu sais comment je suis, le coaching, je ne peux pas, donc si tu as quelqu'un de bien me conseiller il va falloir qu'il soit un peu bien capé, et puis quelqu'un qui va, voilà, qui est un peu, enfin qui s'accroche un peu». J'étais très exigeant là-dessus, et finalement j'ai trouvé, pointure à mon pied, et j'ai mesuré finalement toute la puissance de cet accompagnement. J'ai mesuré combien est-ce que finalement j'avais tenu bon parce que, à un moment, je suis pas resté seul. Heu et là encore, je dis, je suis passé pourtant très, très bas j'ai frôlé vraiment la cata, et pourtant j'étais accompagné. Donc si j'aurais pas été accompagné, ça aurait été, pour le coup, je serais pas là aujourd'hui pour, voilà, on serait pas dans cette vidéo aujourd'hui. Mmh mh. Et je me suis rendu compte combien, bah, finalement, que ça me parlait énormément. Je me suis rendu compte que les dirigeants autour de moi étaient de plus en plus en galère, avaient envie de jeter l'éponge, avaient plus envie de gérer du personnel, avaient plus envie de gérer de boîte, et je me suis dit: «Mais attends, ça va pas, quoi». Aujourd'hui, le monde, il tourne grâce à quoi? Le monde, il tourne grâce aux boîtes, et j'avais une conviction profonde, c'est que, heu, les entreprises façonnent le monde à l'image de leurs dirigeants. Ça, je me souviens, ça a été quelque chose qui a été aussi, qui m'a décidé dans mon choix, de dire, voilà, je suis convaincu que les entrepreneurs et les entreprises, elles ont un rôle majeur dans les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui dans ce monde, hein, avec tous les enjeux qu'on connaît, hein, environnementaux, sociétaux, et cetera, et que si on n'a plus d'entrepreneurs, on va être dans la panade. Et donc je me suis dit: «Et ben voilà, moi aujourd'hui j'ai impacté, jusque-là j'ai impacté, j'ai montré, j'ai impacté fortement une profession, une zone géographique, en tout cas une entreprise dans un petit secteur, démontrer que c'était possible de changer les choses, et j'avais envie d'impacter plus large, et je me suis dit: «La Mmh. façon d'impacter plus large, ça va être de venir en soutien des dirigeants, des managers dans un second temps également, qui vont avoir des situations, pas faciles à vivre, et qui auront besoin de personnes qui». Finalement, moi, mon métier, je le vois comme, et c'est ça que j'adore dans mon métier. Une des choses que j'adore dans mon métier, c'est que finalement, j'ai pas d'enjeu direct avec les problématiques de mes clients. C'est-à-dire que mes clients, ils ont des vraies problématiques. Je viens pas avec des réponses, toutes faites. Je suis pas là pour ça. Je suis là, finalement, moi, ma vision, c'est de les aider à aborder avec un maximum de lucidité et de sérénité les situations qu'ils ont à vivre. Et Dieu sait que leurs situations, elles sont complexes. Mmh mh. Et là où je les accompagne sur, notamment, bah, sur des choses que j'ai vécues et qui me parlent, et dont on a pu, tracer un peu le contour aujourd'hui, qui sont, bah, des questions, d'ordre managérial, des questions de fonctionnement d'équipe, beaucoup, voilà. Et puis quand, donc ça, c'est, voilà, c'est sur ces 2 champs-là, et puis quand, la personne ressent qu'elle, que son énergie commence à être impactée, ou qu'elle anticipe qu'il risque de l'être. Mmh mh. Par exemple, alors quand je dis ça, c'est que, par exemple, genre des personnes qui sont au bout du rouleau, et qui ont plus envie de venir au boulot, et cetera. Donc ça, OK, j'interviens là-dessus. Mais j'interviens aussi, tu vois, un dirigeant qui m'appelle, qui me dit, «Là, j'aurais besoin que vous interveniez parce que j'ai un de mes collaborateurs, c'est une personne clé d'entreprise, vraiment quelqu'un qui fonctionne, voilà, en grande confiance, il est là depuis longtemps, c'est une bonne personne. Par contre, aujourd'hui, je sens qu'il est en train de, de mal vivre la période. Il commence à être grincheux, à venir un peu négatif dans tout ce qu'il voit, Ouais. et je sens, moi personnellement dirigeant, que si jamais lui il part, alors déjà ça m'embêterait, que j'ai envie déjà que lui, il aille mieux, mais en plus si jamais lui il part, et ben moi je suis mal. Parce qu'il est pas question, j'ai absolument pas l'intention, à 55 balais, à 6 ans de la retraite, de me recoller le terrain, c'est pas ça, c'est pas là où j'en suis. Tu vois? Mmh Et mh. donc voilà, un petit peu, Ouais. et OK. donc j'accompagne donc des individus, hein, en coaching individuel, mais également des collectifs, des équipes. En tout cas, moi, ce qui est important, moi, ce qui m'importe, tu l'as vu, c'est que dans ma façon de fonctionner, c'est que j'ai besoin intrinsèquement de cohérence, et donc aujourd'hui, ma porte d'entrée, bien sûr, c'est les dirigeants. Parce que la cohérence, qui est-ce qui est garant de la cohérence de toute la chaîne de valeur? Il y a Mmh il y a mh. qu'une personne, il y a Ouais. qu'un organe.
c'est la direction. Mmh mh. Donc après, ma porte d'entrée, c'est les dirigeants et après, bah, j'accompagne les dirigeants eux-mêmes, mais ça peut aussi être, leurs collaborateurs, managers et leurs équipes. Ouais, je comprends, c'est clair et j'ai exactement la même analyse que toi par rapport à quand je te parlais d'incarner sa marque, incarner son entreprise, il y a qu'une seule personne qui peut le faire et après, ben, il faut qu'elle s'entoure de personnes qui ont envie d'incarner et envie d'être fières exactement comme l'étaient tes collaborateurs chez Epps, et moi j'ai connu ça aussi dans ma carrière, d'être fière de représenter, une entreprise, d'être fière de porter les couleurs de la marque et ça a pas toujours été le cas dans tout ce que j'ai fait, tu vois? Donc il y a quand même un petit quelque chose, une espèce de recette de cuisine qui fait que ça marche et puis des fois, bah, non, la mayonnaise elle prend pas, quoi et donc c'est cool que tu puisses apporter cette expertise-là et aider, bah, les dirigeants à aller chercher en eux ce qui va faire que, bah, qu'ils vont pouvoir incarner leur entreprise et qu'ils vont pouvoir partager, ce qu'ils sont au fond d'eux réellement et du coup, bah, obtenir de l'engagement par ce qu'ils sont et pas ce qu'ils pensent être ou ce qu'ils voudraient être. Alors parfois, c'est la porte d'entrée, elle est bien par là, hein. Parfois la Tu porte tu d'entrée, tu tu donnes tu au tu client ce qu'il a bah, envie et puis après non. tu Ah non, 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 ah non, 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 c'est pas non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que la porte d'entrée parfois, quand tu arrives dans des organisations, parfois le dirigeant, il a la conviction, il a l'intime conviction d'incarner les valeurs et la raison d'être qu'ils ont mis du temps à définir. mmh mh. Et j'ai des exemples où il y a eu un vrai, vrai travail sur la raison d'être, sur les valeurs et in fine, en fait, dans les petites choses au quotidien. En fait, c'est ça, en fait, peut-être aussi, on n'en a pas parlé, c'est ces petites choses. Aujourd'hui, il y a une volonté il y a un peu toujours une recherche de facilité, hein. On est fait pour ça aussi, hein. Nous, êtres humains, si on peut trouver la facilité, on va pas chercher ce qui est compliqué. Mais bien souvent, en fait, il y a pas mal de personnes qui cherchent à des solutions miracles, des choses qui vont et penser que parce qu'ils le pensent, parce ils l'intellectualisent, finalement, ça va se vivre et qu'en fait, dans la réalité, bah, ça marche pas. Ça marche pas et que incarner des valeurs, c'est pareil. Pour moi, c'est pas incarner des valeurs, ça peut pas être une injonction. Déjà, il y a un truc qui ne va pas dans ce terme-là. Souvent, on entend: «Il faut que vous incarniez vos valeurs» et logiquement, si jamais c'est vraiment des choses qui sont profondes, il y a pas Tu besoin de pas se besoin de les se incarner, ça forcer. se fait tout seul. Il y a pas besoin de Mmh se mh. forcer à les incarner. Ouais. Hein, hein. En gros, c'est plutôt de dire à un moment, c'est que les valeurs qui ont été mises en avant, c'est pas les vraies valeurs. Ouais. Mais incarner ce qui nous anime profondément en tant que tel, il y a pas besoin d'y penser. Mmh Ça se mh. fait naturellement. Ouais. Heu, voilà et après c'est des petites choses et c'est des choses indicibles. Tu vois, quand je te parle de considération, par exemple, c'est bête ce que je vais dire, mais pour moi, la plus grande, marque de considération, c'est pas d'avoir augmenté les salaires de mes équipes de 25. Mes équipes, elles étaient payées comme la profession. Alors oui, elles avaient des meilleures conditions de travail, plus de temps, du super matériel et cetera, mais en taux horaire, il y avait pas un écart, phénoménal. Par contre, ce qui faisait la différence, c'était quoi? C'est quand j'ai des équipes qui passaient au bureau. Et le bureau était grand ouvert pour elle. Il était sympa, en plus, il y avait, un vrai espace, un lieu de rencontre que j'avais, pensé spécialement comme ça, de formation et de rencontre. Bah, ce qui était important, c'est quoi? C'était que quand elles franchissaient la porte, elles avaient leur patron qui, les captait du regard et qui les saluait, même si jamais j'avais pas le temps, tout le temps de prendre un café. Et la plupart du temps, j'essayais de se prendre ce temps-là. Il arrivait que je sois au téléphone et que la personne soit juste de passage. Bah, juste un regard, le fait d'un moment, tu es importante pour moi. Mmh mh. Et que tu te forces pas, parce que c'est juste qui tu es finalement, donc c'est pas c'est et ben, finalement c'est ça, il y a pas meilleure considération que ça. Ouais. Le fait de passer le matin, d'aller voir des collaboratrices qui travaillent sur des chantiers, de te lever à 4 heures pour être à 5 heures, pour aller passer 2 minutes avec elles, pour aller les saluer, savoir comment ça se passe sur leur chantier. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, il y en a quelques-uns dans le lot où ça leur fait ni chaud ni froid. Donc ces personnes-là, je savais que c'était pas leur moteur. Et Ouais. 90 des personnes et les retours encore aujourd'hui de personnes que j'ai des tu vois, ça fait 3 ans que j'ai quitté l'entreprise, j'ai des collaboratrices que j'ai quittées depuis, plus longtemps que ça, qui me reparlent de ça. Mmh mh. Qui me reparlent du fait que, elles se sentaient importantes et que c'était, et surtout dans ce métier-là, Ouais. tu vois?
Ouais, je suis d'accord. Et tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, tu as pas besoin de te forcer. Après, je pense qu'il y a quand même on a tendance à intellectualiser beaucoup de choses et plus tu montes, en fait, dans la hiérarchie d'une entreprise et plus tu conceptualises des choses et finalement revenir à la base, à l'essentiel, ouais, je parle souvent dans ces interviews d'élan du cœur, mais tu vois, revenir à qui tu es vraiment, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'offrir au monde, pour moi, c'est ça. Et ça, tu l'incarnes naturellement. Mais sauf que des fois, on se met des couches de ouais, tu as ton cortex, préfrontal qui fonctionne un max et tu te mets des couches de quelque chose qui est très cérébral, très intellectuel et qui va te couper de cet élan, en fait, qui te coupe de qui tu es vraiment. Par rapport à quoi? Ça dépend des gens. Ça peut être le regard des autres, ça peut être, tes croyances, ton éducation, enfin, il y a tellement de causes, mais tu vois? Tu peux t'en éloigner, en fait, de ce que tu es réellement, quoi. Bah, tu sais, c'est à quoi ça me fait penser ce que tu me dis? Ça me fait penser, pourquoi est-ce que le type d'accompagnement que je propose, c'est du coaching, plus que de la formation. J'ai vécu moi tout ça, hein, j'ai été formé, je me suis formé, j'ai regardé depuis 2004 tous les ans, je me suis toujours formé, tous les ans pour, au moins une formation par an. Donc la formation, ça apporte plein de choses. Ça permet de modifier les comportements et de modifier les comportements quand on parle de valeurs, ça tient pas et ça marche pas. Il y a un Mmh moment, mh. ça fait faux et aujourd'hui, il y a plein de formations sur le leadership, le management, comment piloter les jeunes générations différemment et cetera, mettre du sens, tout ça. OK. Donc finalement, moi mon hypothèse là-dessus, c'est qu'il y a tout un tas de managers, de leaders, il y a de plus en plus de managers, de leaders qui sont formés à ces concepts-là et donc ils vont arriver à en parler et cetera, à le mettre en avant et convaincus que finalement, comme ils l'ont appris, que ça leur a parlé, beh, finalement qu'ils l'incarnent. Et c'est pas leur faute et cetera, c'est que de la formation, on le sait bien, c'est que si tu viens bouger, tu viens juste à travailler sur l'aspect comportement, comment est-ce que je fais différemment, ça tient pas dans la durée. La différence avec le coaching et moi en tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu quand moi j'ai été coaché, et je me souviens ce que je m'étais fait comme réflexion, c'est et bah, là en fait, tu peux pas te dire: «Je vais oublier ce que j'ai appris» parce qu'en fait, si je l'ai pas appris, j'ai vécu, j'ai monté une marche. Et donc en fait, j'ai monté une marche, je ne redescendrai pas la marche d'en dessous, parce que j'ai changé. Je me suis transformé profondément dans mes croyances. J'ai fait évoluer mes croyances, mes peurs, tout ça. Et donc, finalement, quelqu'un qui a envie, tu vois, pour moi aujourd'hui, je me dis quelqu'un qui a envie qui se dit, tiens, intellectuellement, moi, ces valeurs, j'ai envie d'incarner ces valeurs, j'ai envie d'incarner ceci, j'ai envie de porter ça. Ben, je les invite à se faire accompagner, mais sur un plan, non pas de la formation, mais un plan coaching, alors ça peut être aussi un moment pour d'autres personnes qui vont préférer, un plan thérapeutique sur là, on va travailler complètement autre chose, hein, mais sur un plan coaching où la personne, on va venir, modifier, faire émerger d'autres choses, mais beaucoup plus en profondeur et sur les racines finalement de ces comportements Mmh mh. et donc C'est mar ça va être un travail sur les modèles mentaux finalement, tu ouais, vois? c'est marrant que tu parles de ça parce que je me suis fait exactement la même réflexion quand j'ai monté dans mon entreprise et je me suis dit: «Bah, en fait, non, moi, c'est pas de la formation que je veux faire» et c'est quelque chose que je fais. C'est un de mes arguments, de vente, on va dire. C'est moi, ce que je propose, c'est du mentorat pour les managers. C'est-à-dire qu'il y a de la formation, mais qu'en fait, je les suis pour qu'ils passent à l'action. Parce que juste se former, tu vas en garder 10% de ta formation et c'est 10% théorique. Puis quand tu es sorti de ta formation, tu te retrouves tout seul devant ton ordi et puis là, tu sais pas par quel bout le prendre et si tu le fais pas tout de suite, c'est foutu, c'est perdu et l'idée, c'est d'être derrière pour dire: «Ben, voilà, ce qu'on a vu en théorie, comment ça s'applique à ta vraie vie et comment je suis là pour t'aider à passer à l'action?» et c'est tellement plus puissant que juste d'absorber de la théorie et puis après, d'essayer d'en faire quelque chose, mais tu y arrives pas toujours, quoi. Tout à fait. C'est bon, on est bien alignés là-dessus. Et puis l'autre chose, tu vois, que je trouve, que pour moi que je trouve aussi, que je dont j'ai mesuré la puissance, c'est aussi le fait que c'est un accompagnement dans le temps, Mmh. dans un temps assez long. Enfin un Ouais. temps long, ça dépend ce qu'on entend un temps long, mais on va dire qu'on est au moins sur un accompagnement de 4-5 mois à minima sur un accompagnement individuel et en tout
cas, je ne sais pas comment fonctionnent, mes confrères et cetera. Moi, je me rends compte d'une chose que je trouve passionnante. C'est au départ, on fixe un objectif, le client décide d'un objectif qu'il a envie d'atteindre. OK, on s'entend sur le fait que moi, je vais pouvoir l'accompagner sur cet objectif-là. Pas à ce qu'il va l'atteindre, mais en tout cas, moi, je vais être là. Je vais être là pour lui donner toutes les permissions, les protections pour l'aider, à prendre du recul et à atteindre son objectif. OK. Et en chaque séance, on définit, un contrat de séance, c'est-à-dire en fait, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette séance? Et moi, ce que je trouve passionnant dans ce métier, mais vraiment que c'est une chose qui m'éclate, c'est qu'on arrive en séance. Il s'est passé 3 semaines finalement, 3 semaines, 1 mois depuis la dernière. Et la personne, en fait, donc tu abordes la séance en te disant, bah, voilà, tu as tout le contexte de ce qui s'est passé avant, donc tu sais, tu connais la personne, ce qu'elle a vécu, ce qu'on a vécu ensemble et cetera, là où elle en est de son cheminement, et en même temps, il y a toute une part d'incertitude parce qu'elle a eu à expérimenter des choses pendant ce temps-là, et quand tu la retrouves à ce moment-là, mais j'ai un truc de de plaisir, d'avoir envie de voir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu repars avec une personne qui a cheminé. Et donc en fait, ton à la différence aussi d'une formation, c'est qu'en fait, ton accompagnement, il va évoluer à chaque fois pour coller au plus près de la personne, là où elle en est à l'instant T. Mmh mh. OK, tu ne fais pas fi de tout ce qui s'est passé, mais en fait, tu te raccroches, tu reprends le wagon, tu vois? Pour moi, il y a un moment, tu sais, tu es passé en gare, tu l'as retrouvée à une gare, elle a enchaîné, 10 gares et puis toi, tu la retrouves à la 11e. Bah, tu la retrouves à la 11e, le paysage, il est différent, les montagnes qui sont à franchir, il y avait des montagnes à franchir alors qu'avant c'était juste une plaine, et donc là, ça va pas être les mêmes enjeux et cetera, et je trouve ça mais juste, et là, j'ai les yeux qui brillent, tu vois? Là, ça me fait briller les yeux, ça. Mmh mh. Ouais, et puis c'est passionnant de voir les gens évoluer et puis même eux-mêmes, le plaisir qu'ils prennent à se dire: «Mais en fait, si tu ils reviennent un peu en arrière, ils se disent: "Ah ouais, c'est vrai qu'avant ça, c'était un problème et puis aujourd'hui, ça n'en est plus du tout un"». Puis des fois, c'est juste le petit déclic que tu vas donner, pendant ta séance qui fait que la personne va avancer à vitesse grand V derrière. Effectivement, quand tu la retrouves, des fois, tu vas voir de sacrés changements, ouais. Ouais, c'est un beau métier, on est d'accord. J'avais les mêmes a priori que toi sur le coaching ou le terme coach qui est un peu galvaudé et en fait, bah, moi-même, j'avais décidé de me faire accompagner parce que je trouve ça important. Je me dis: «Tu offres des services d'accompagnement, bah, si toi, tu es pas au clair avec, tes croyances, tes peurs, tes manques, tes blessures d'enfance et tout ça, tu vas pas faire grand-chose, quoi». Et c'est très enrichissant et ça permet de gagner beaucoup de temps aussi et de faire tomber des barrières que tu te coltines des fois depuis 20 ans et que tu pas dont tu avais pas conscience. Ah bah, ouais, c'est tu as moi j'ai en tout cas quand j'ai été coaché, je me suis rendu compte que j'avais avancé en 1 an, j'ai avancé comme, ce il m'aurait fallu 5 ans facile pour le faire, et dans des mauvaises conditions. C'est que pour le coup, c'est que j'aurais très probablement laissé Mmh mh. ma santé, ma boîte, peut-être ma famille, j'en sais rien. Ouais. J'aurais laissé beaucoup de choses. Mmh mh. Oui, ça rend les choses beaucoup plus faciles, que ça soit en temps, en énergie, ouais. Je suis d'accord. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Julien, c'est super intéressant. Bon, je pense que les gens qui nous écoutent auront compris pourquoi je t'ai invité, en quoi tu étais inspirant. Heu, En tant qu'entrepreneur déjà, bah, je trouve que c'est, un peu le modèle de ce que moi j'essaye d'aider mes clients à construire, tu vois? Mettre l'humain au cœur de l'organisation et le faire de manière naturelle, que ça soit pas un effort, mais juste, accepter d'être qui on est et puis, tout est tellement plus simple et tu as réussi ça avec brio et puis, bah, bravo pour aussi ces changements de vie, avoir su prendre, des directions un peu différentes, construire sur ton expérience passée pour apporter autre chose, bah, c'est toujours, inspirant de voir les gens, arriver à prendre ce qu'on peut appeler des risques, vus de l'extérieur, qu'il n'en est peut-être pas un pour toi parce que tu sais ce que tu as à offrir au monde, mais, j'aime beaucoup ce genre de parcours. Eh bah, écoute, merci Cécile, de la proposition. J'ai été, vraiment très, très content de pouvoir partager ça. Je t'avais dit, c'est que c'était au début, je voyais comme un exercice qui était pas dans ma zone de confort, et je l'ai pas vécu du tout comme un exercice. Donc tu m'as permis de voilà, pour moi, c'est une conversation, et j'avais oublié qu'on était filmés,
et Ah désolée, je viens de te le rappeler. voilà et donc merci beaucoup pour ça et parce que voilà, tu es arrivé à instaurer ça et j'ai pris beaucoup de plaisir, dans cet échange. Bah, tant mieux, c'est le but que ça soit naturel et authentique puisque bon, c'est comme toi, tu sais, j'ai une valeur forte qui est aussi la cohérence donc voilà, j'essaye d'appliquer ce que je propose aux gens, que j'accompagne de faire eux-mêmes donc le pour moi, le naturel et l'authentique et la bienveillance, ça fait partie des bases, en fait, pour que les relations humaines fonctionnent bien. J'ai une dernière petite question avant de te laisser à ta Ouh soirée, là! puisque moi, j'ai dit en quoi je te trouvais inspirant, mais je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui t'inspire ou qui est-ce qui t'inspire? Alors là, qui est-ce qui m'inspire? Hem, je me rends compte, j'ai des gens j'ai une personne qui m'inspire, dans ça, en tout cas que j'ai vraiment plaisir d'écouter, c'est Aurélien Barraud. Aurélien Barraud, par exemple, pourquoi est-ce qu'il m'inspire? Parce que c'est quelqu'un qui manie plusieurs choses. D'un côté, il a un esprit, hyper scientifique, il amène de la science, il amène de la poésie, il a un verbe que je trouve, j'ai beaucoup de plaisir, en fait, je crois, avec les personnes qui manient bien le verbe et ça en fait partie. Étienne Klein fait partie de ces personnes-là aussi et qui m'amènent Mmh. à réfléchir. J'ai besoin de personnes qui m'amènent à réfléchir, qui m'amènent à prendre de la hauteur, à casser à un moment des modes de pensée, en tout cas, à venir me renf me pousser dans mes retranchements et m'amener à penser différemment. Hem, Cyrulnik, voilà, est quelqu'un aussi qui me parle beaucoup et puis, alors si j'en ai un aussi, hein, que j'adore, c'est, Dansembourg. Voilà, Oui, j'adore et notamment alors le voir le voir en vrai, c'est quand même, ouais, moi c'est quelqu'un qui m'inspire fortement et là encore, il y a du fond, il y a du verbe, il y a de l'émotion et il y a de la cohérence dans tout ça. Finalement, dans tous ces les personnes dont je te parle, à chaque fois il y a ces ingrédients-là. mmh mh. OK. Merci beaucoup pour ce partage, Julien Ça, c'était la et question, j'avais pas ouais, là, je l'ai pris un peu à froid, mais voilà, ah c'est ouais, intéressant de voilà. je te Non, l'avais non, pas prévue celle-là, je l'avais super, pas dite. C'est la question c'est très bien. subsidiaire. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais il y a pas de pression, ouais. hein. C'était juste, moi je trouve aussi inspirant que les gens inspirants nous donnent d'autres sources d'inspiration donc voilà pourquoi j'aime bien terminer avec cette question-là. C'est une belle question. Merci Julien, on se revoit bientôt. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et puis bon été à toi et puis à très vite. À très bientôt. Allez, Bye. à bientôt Cécile.